traversée par bien des peurs. Les effets d'une crise économique qui perdure a provoqué une grave instabilité et accru le nombre de ceux qui souffrent de la pauvreté. Il incite à chercher de nouvelles voies et à mettre en œuvre des politiques courageuses pour assurer un nouvel ordre économique plus juste et plus équitable. L'insécurité provoquée par le terrorisme et par les conflits armés rend encore plus dramatique l'avenir de nombreuses populations en différentes parties du monde. L'usage inconsidéré des biens naturels peut mettre en péril la vie des générations futures et l'existence même de certains pays. Le début d'une nouvelle année nous donne donc l'occasion de redire notre espérance de pouvoir employer intelligence, volonté et les moyens nécessaires pour que la maison commune devienne pour tous une maison vraiment digne, sûre, prospère et pacifiée. Il est réconfortant d'assister à l'élan de solidarité déployé par les pays du monde entier, et notamment par la France, pour porter secours à la population haïtienne victime d'une effroyable tragédie. Je profite de cette occasion pour exprimer à notre collègue et ami d'Haïti la profonde sympathie du corps diplomatique. Une enquête récente vient de parvenir à la conclusion que la France est le pays du monde où l'on vit le mieux. Les chefs de mission diplomatique sont donc heureux de vous dire qu'ils ressentent comme un privilège le fait d'y travailler et de profiter de sa qualité d'accueil. Ils savent que les grandes aspirations de l'humanité sont aussi celles de la France et de son gouvernement. Au seuil de cette nouvelle année, Monsieur le Président, il me plaît de formuler, au nom de tout le corps diplomatique, pour vous-même, pour ceux qui vous sont chers, pour ceux qui partagent avec vous la responsabilité du gouvernement et pour tous vos compatriotes, des vœux fervents de prospérité, de bonheur et de paix, en invoquant la bénédiction de Dieu. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et européennes, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous souhaite la très bienvenue, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour vous-même, les vôtres, et je vous demande de transmettre à vos chefs d'État et de gouvernement les souhaits que je forme à leur intention et pour vos pays que vous représentez si bien en France. Monsieur le nonce, je vous remercie de vos paroles et je vous prie de transmettre à Sa Sainteté le pape Benoît XVI mes souhaits très respectueux. Vous comprendrez que je souhaite adresser un message tout particulier au chargé d'affaires d'Haïti, dont le pays vient de subir une catastrophe sans précédent. Je lui demande de relayer à ses autorités, au président Préval, au peuple haïtien, l'assurance de la profonde sympathie et de l'entière solidarité du peuple français. Aujourd'hui, des équipes françaises sont à pied d'œuvre, sur place, pour sauver le maximum de vies. Demain, la France sera aux côtés du peuple haïtien pour l'aider à se relever de cette tragédie. La conférence internationale que j'ai appelée de mes vœux permettra à Haïti de sortir une fois pour toutes de cette fatalité qui semble l'accabler depuis si longtemps. Cette conférence sera organisée dès que les conditions seront réunies au plus près d'Haïti afin de permettre aux chefs d'État et de gouvernement de venir, dès sa conclusion, rendre compte de ces résultats au peuple haïtien lui-même et l'assurer ainsi de la pleine mobilisation de la communauté internationale dans la durée. À mes yeux, il ne faudra pas trop tarder pour organiser cette conférence, parce que les besoins sont immenses et parce qu'il y a urgence. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 2009 aurait pu être une année de grande dépression économique, sans doute pire que celle des années 30. Tous les ingrédients étaient réunis pour que les conséquences soient dramatiques pour l'ordre mondial. Certes, 2009 restera gravé dans nos mémoires
avec le cortège de blessures infligées à nos peuples, les blessures du chômage et de la précarité, mais 2009 restera aussi comme l'année des décisions marquantes prises par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Ensemble, nous avons pu arrêter l'implosion financière, refuser le protectionnisme et procéder à une relance budgétaire coordonnée en même temps que nous lancions le mouvement de régulation qui s'imposait. L'autre grand chantier global, celui de la lutte contre le réchauffement climatique, a permis des avancées limitées, mais absolument sans précédent, puisqu'à la différence de Kyoto, c'est tous les États du monde qui se sont engagés. À l'inverse, reconnaissons-le ensemble, aucune des crises régionales n'a connu l'an dernier de règlement, ni même enregistré de progrès significatifs. Ce constat nous interpelle. Pourquoi ce blocage? Et surtout, comment le surmonter? Au moment de tourner la page de 2009, c'est au total un sentiment d'inachevé que chacun ressent. Alors essayons de faire de 2010 une année de progrès. Progrès dans la régulation du capitalisme financier, progrès dans la lutte contre le réchauffement climatique, et de ce point de vue, je puis vous assurer que la France ne renoncera à aucune de ses ambitions en la matière, j'y reviendrai. Progrès vers le règlement de crises qui n'ont que trop duré au Proche-Orient, au Caucase, au Soudan, en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Les exemples sont multiples. Sur tous ces grands chantiers, vous trouverez une France active et déterminée. Je veux d'ailleurs remercier Bernard Kouchner de son activité inlassable à la tête de la diplomatie française, épaulé par Alain Joyandet et Pierre Lelouch. Je les remercie d'ailleurs de donner le visage de l'unité, ce qui est extrêmement important quand on a la responsabilité de porter la politique étrangère d'un grand pays comme la France. Vous trouverez donc une France mobilisée sur tous les terrains, celui de la paix, celui du développement, celui de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la prolifération nucléaire, une France qui célébrera les liens qui l'unissent à l'Afrique dans une solidarité rénovée, et une France qui croit plus que jamais que l'Europe a un rôle d'équilibre majeur à jouer dans la construction de la gouvernance mondiale du XXIe siècle. Alors, mesdames et messieurs les ambassadeurs, si nous voulons progresser en 2010, il y a d'abord une question absolument incontournable dont la solution est urgente, c'est celle de la gouvernance mondiale. On ne peut plus continuer comme cela. Lorsque le monde a créé les Nations Unies, l'organisation comptait 50 membres. Nous sommes 192 États. L'ONU est incontestablement l'organisation la plus légitime pour traiter les problèmes globaux, mais la prise de décision au sein de l'Organisation des Nations Unies est devenue extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, du fait de la diversité des situations et des intérêts nationaux. Cette situation, si elle devait perdurer, mettra en cause jusqu'à la pérennité même de l'institution. C'est dire si cette question est sérieuse. Aucun pays ne peut plus prétendre entraîner à lui seul la famille des Nations Unies. Aucun. Il y a donc un problème de leadership clair à poser. Et avec l'émergence de nouvelles puissances s'esquisse une structuration multipolaire qui aujourd'hui est parfaite pour paralyser la prise de décision et incapable
de la favoriser. Il ne s'agit de critiquer personne. Il s'agit de regarder une situation, malheureusement, telle qu'elle est. Or, nous ne pouvons pas attendre. Le monde n'est pas seulement devenu global, le monde est entré dans l'ère de l'immédiateté, nous sommes tous interdépendants, et ça va de plus en plus vite. Lorsque Lehman Brothers est tombé en faillite, en quelques heures, de New York à Hong Kong, de Londres à Bombay, tout a failli être emporté. Et c'est en temps réel que les gouvernements ont dû réagir. Face à la menace terroriste, face aux menaces de grandes pandémies, et même face au temps long du changement climatique, nous ne pouvons pas attendre des décennies que se mette en place une gouvernance digne de ce nom. Alors que faire? La principale leçon de Copenhague est qu'il n'est plus possible de négocier à 192 selon les mêmes procédures. À Copenhague, 130 chefs d'État ont fait le voyage parce qu'ils mesuraient l'importance de l'enjeu. À leur arrivée, 130 chefs d'État ont trouvé un texte absolument illisible, négocié depuis 2 ans, mais qui comportait encore 91 crochets, c'est-à-dire 91 paragraphes dont personne ne pouvait assurer la pérennité. Et il restait 36 heures, moins un dîner officiel, pour arriver à un accord à 192. Qui se lèvera pour défendre une procédure pareille? Et c'est ce constat qui m'a conduit à proposer, arrivant à Copenhague, que la négociation s'engage au sein d'un groupe équilibré et représentatif, Monsieur le Premier ministre, de 28 pays. Ça aurait pu être 32, 34, 25. Et l'accord adopté, qui doit maintenant être entériné par tous nos États, comporte une dizaine d'acquis positifs. C'est une bonne base pour progresser en juin à Bonn et en décembre à Cancun. Mais je veux poser au nom de la France une question. Comment allons-nous progresser? En reprenant comme si de rien n'était la négociation à 192? Alors, l'échec sera au rendez-vous. Eh bien, je souhaite proposer devant vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, une démarche nouvelle, pragmatique, qui, je l'espère, sera acceptée par tous. La sagesse serait de poursuivre une double négociation. Celle à 192, car elle seule engage toute la communauté internationale, et celle du groupe des 28, qui a démontré son efficacité, qui pourrait s'enrichir, bien sûr, stimuler, faire avancer les travaux à 192. La France propose que se tiennent à partir du mois de mars, à New York ou à Bonn, des réunions désormais mensuelles du groupe des 28, au niveau des ministres ou des Sherpas, pour nourrir des propositions, les débats en plénière, et ainsi que nous arrivions à Cancun avec un rendez-vous préparé d'une manière efficiente. Et si j'ai insisté sur Copenhague, ce n'est pas seulement parce que cette négociation est sans précédent par l'importance de l'enjeu, puisqu'il s'agit de l'avenir de l'humanité, Monsieur le Nance. C'est aussi parce que la voie esquissée, celle d'une double discussion en plénière et en format plus restreint, mais représentatif, devrait, me semble-t-il, être retenue pour d'autres grandes négociations multilatérales. Et ce qui permettrait d'ailleurs de faire évoluer le groupe dit des 28. Et je ne suis pas attaché aux chiffres. J'insiste sur la nécessité plus urgente que jamais d'élargir le Conseil de sécurité des Nations unies à travers la réforme intérimaire proposée par la France et le Royaume-Uni. La France demande que le Conseil de sécurité s'adapte enfin aux réalités du XXIe siècle en s'élargissant à de nouveaux membres permanents. L'Inde,
le Japon, le Brésil, l'Allemagne, sans doute un ou deux pays africains. Comment peut-on considérer comme naturel qu'un continent d'1 milliard d'habitants n'ait aucun membre permanent au Conseil de sécurité? Que pas un seul pays d'Amérique latine ne soit membre permanent du Conseil de sécurité? Qu'attend-on pour porter les bases de cette réforme provisoire? Je veux prévenir, si les Nations unies ne sont pas rapidement en mesure de prendre les décisions nécessaires, alors, mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce sont des forums informels tels le G20 qui assumeront seuls cette responsabilité, faute de mieux. Si le G20 a bien fonctionné, c'est parce que le G192 ne fonctionne pas assez bien. Et cette réalité, il convient que chacun en soit aujourd'hui conscient. Aux États que vous représentez, j'adresse donc ce message. Tous, nous sommes profondément attachés à l'ONU. L'organisation est notre bien commun. Elle ne pourra être réformée que si chaque État accepte de faire sa part d'efforts et de concessions dans l'intérêt général. C'est ce que nous nous sommes engagés à faire cette année pour la réforme de la Banque mondiale, pour la réforme du FMI. Ne laissons pas l'ONU à l'écart de ce grand vent du changement parfaitement nécessaire. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, cette nécessaire prise en compte de l'intérêt général, cette recherche permanente du compromis, du dépassement de la défense à courte vue de l'intérêt national est la deuxième exigence de notre temps. L'Europe n'a aucune leçon à donner au monde, mais l'Europe a beaucoup appris de sa longue histoire, souvent tragique, et du demi-siècle de construction d'une union toujours plus forte. Ce que nous avons appris se résume en quelques mots: la culture du compromis. Ce que nous avons appris, c'est que l'intérêt à long terme de chacun de nos pays est bien servi lorsque nous sommes capables de sacrifier un peu de nos intérêts nationaux au service d'une grande ambition commune. Eh bien, c'est cette même culture du compromis qui doit inspirer nos gouvernements. Bien sûr, tous les États, et notamment ceux qui ont dû se battre pour leur indépendance, sont attachés à leur souveraineté, la France comme les autres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de frontières pour les mouvements de capitaux, les pandémies, la prolifération, les menaces terroristes ou climatiques. Si nous voulons répondre aux défis du XXIe siècle, nous devons tous, sans exception, accepter des compromis, des règles, des disciplines négociées avec le souci de l'équité, avec le souci de la réciprocité, avec le souci du bien commun. Chacun de nos pays a des droits et des intérêts, mais il a autant de devoirs et de responsabilités à l'égard de la communauté des nations. C'est ce constat partagé qui nous a permis de nous mettre d'accord dans le cadre du G20 sur des sujets très difficiles, et la France veillera à ce que les décisions prises rentrent dans les faits. Mais il nous faut désormais nous attaquer à des dossiers plus difficiles encore. Alors reconnaissons-le, des tentations protectionnistes existent dans nos opinions. Nous n'y résisterons que si nos peuples ont la conviction que la concurrence sur les marchés mondiaux est équitable. Chacun doit en être conscient. Et aujourd'hui, la plus grave des distorsions de concurrence est d'ordre monétaire. Nous devons travailler sur ce sujet majeur. Qu'une chose soit claire, la France ne peut pas accepter que l'euro et l'Europe soient les victimes de la sous-évaluation de certaines monnaies. Copenhague a montré que tous les pays avaient pour la première fois la volonté de s'engager ensemble dans une démarche commune, mais différenciée. C'est une révolution incomplète mais irréversible. En 2010, nous devrons préciser les engagements chiffrés et équitables qui permettront de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport à 1990. La France travaille à des propositions concrètes, mais je le dis,
Nous voulons faire avancer la question des financements innovants. Nous ne céderons pas sur les décisions qui ont été prises en la matière à Copenhague. Une décision a été prise, elle doit se traduire dans les faits, notamment pour les pays les plus pauvres, en Afrique et ailleurs. Nous ne céderons pas sur l'objectif d'une organisation mondiale de l'environnement. Et la France présentera le moment venu au groupe des 28 ses propositions, et la France accueillera dès le mois de février une réunion ministérielle des pays représentant les 3 principaux bassins forestiers mondiaux et leurs partenaires pour préciser les moyens de leur préservation. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comptez sur une France active et engagée dans le règlement des crises régionales. Avec là encore une remarque de méthode. S'il est une leçon à retenir de l'absence de tout progrès en 2009, c'est celle-ci, un manque préoccupant de volonté collective. Un manque préoccupant de volontarisme. Est-ce la lassitude? Est-ce parce que la crise économique et financière a mobilisé nos énergies ailleurs? Et pourtant, il y a une vérité qu'on doit tous comprendre. Quand la paix ne progresse pas, elle recule. Que l'absence de règlement et son cortège de violence nourrit la frustration, le refus, la haine. 2010 doit marquer un volontarisme sur la résolution des crises régionales. D'abord au Proche-Orient. Mais quand pourra-t-on se passer de commencer la litanie des discours diplomatiques par la question du Proche-Orient? Tous les espoirs de 2009 ont été déçus. Des occasions, je le dis, ont été perdues. Je vais plus loin. Certaines décisions n'ont pas aidé. Et alors, quel manque d'audace! Les paramètres sont pourtant connus. Ils n'ont pas changé. Ils sont connus sur les territoires, sur les frontières, sur Jérusalem, sur les réfugiés, sur une indispensable reconnaissance et acceptation d'Israël. Ces paramètres ne changeront pas. Si chacun faisait l'effort de penser un petit peu à long terme à ce que sera son peuple, son pays, la région dans 30 ou 50 ans, alors les décisions à prendre paraîtront évidentes. 2 États, naturellement sur la base des frontières de 1967, vivant en paix et en sécurité, et ajouterais-je, en commune prospérité. Combien de décennies faudra-t-il rappeler cela? Les États-Unis d'Amérique, nos amis et nos alliés, ont un rôle éminent pour faire progresser la paix. Je souhaite et je soutiendrai sans réserve leur réengagement déterminé. L'Égypte s'implique. Eh bien, la France est aux côtés de l'Égypte. C'est vrai dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, priorité pour la France, et c'est vrai dans la recherche inlassable de la paix, comme nous l'avons montré ensemble il y a 1 an pour que cessent les combats à Gaza. Avec le président Moubarak, nous serons en initiative. Je commencerai par recevoir à Paris prochainement le président Mahmoud Abbas, qui veut la paix, une paix juste et équitable. La France lui apporte tout son soutien. Il faut prendre des initiatives. Si nous ne prenons pas d'initiative, alors les conséquences seront tragiques. L'audace prudente, c'est de prendre des initiatives. La folie, c'est de penser que le statu quo permettra de trouver une solution. Je tiens également à saluer la vision du roi d'Arabie pour son pays et pour la région et le rôle important de la diplomatie saoudienne dans la ligne de l'initiative de paix de 2002. Et je voudrais vous dire qu'à mes yeux, des progrès sont possibles au Moyen-Orient. Et le Liban nous en donne l'exemple. Après des années si difficiles, si tragiques, les Libanais retrouvent le chemin de la stabilité. Nul autre pays que la France n'en est plus heureux. Tout est réuni pour que le Liban redevienne en toute indépendance
l'exemple de tolérance et de démocratie multiconfessionnelle qu'il fut. La France lui apportera tout le concours nécessaire. Je l'ai dit au président Slimane comme au Premier ministre Hariri. Je me réjouis de l'approfondissement que j'aurai à cœur de poursuivre en 2010 de notre relation avec la Syrie, qui a un rôle majeur à jouer pour contribuer à la stabilité et à la paix dans toute la région. Et je souhaite enfin aux Irakiens de poursuivre cette année leur démarche d'apaisement et de renouveau dans la démocratie qui redonnera à leur pays toute sa place au Moyen-Orient. La France est heureuse d'avoir renoué avec l'Irak une coopération multiforme et je remercie Bernard Kouchner du déplacement qu'il avait effectué et qui a permis d'aller dans ce sens de ces retrouvailles. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, plus qu'aucun autre pays, l'Irak a été et encore victime du terrorisme. Al-Qaïda, qui a subi de graves revers, cherche à s'étendre de l'Afghanistan au Yémen, du Pakistan au Sahel et jusqu'au cœur de nos démocraties. Nos pays doivent unir leurs efforts face à cette menace. En Afghanistan, mais aussi au Pakistan, nous entrons dans une nouvelle phase de l'action de la communauté internationale. Le 28 janvier se tiendra à Londres une conférence internationale autour du président Karzai, avec Gordon Brown et Angela Merkel. Nous l'avions proposé. Au-delà des engagements qui seront pris, je souhaite qu'à Londres, nous progressions sur 2 points. D'abord sur une approche concertée du transfert progressif aux autorités afghanes des responsabilités de sécurité dans les provinces et les districts dès lors que la stabilité y est satisfaisante, qu'on ne se méprenne pas. Cette transition que nous avons déjà effectuée dans la région de Kaboul ne sera ni un retrait ni un abandon. La France restera engagée aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que les Afghans le souhaiteront. Mais lorsque les alliés et les Afghans ont réussi, il faut en tirer les conséquences et concentrer nos efforts là où ça reste nécessaire. Ensuite, nous devons nous mettre d'accord sur une réorganisation du dispositif international. Les moyens considérables que nous consacrons à l'Afghanistan devant être employés de manière exemplaire. Le dispositif militaire français de l'ordre de 4 000 hommes est pour l'essentiel concentré dans la province de Kapisa et le district de Surobi. Il y conduit une action de contre-insurrection appuyée sur nos moyens civils dont l'efficacité est reconnue par tous. Nous nous sommes fixés 2 objectifs, stabiliser la zone en 2 ans et accélérer l'information de l'armée et de la police afghane. Chacun sait que nous n'aurons pas de succès durable en Afghanistan si le terrorisme se développe au Pakistan voisin. Les Pakistanais paient un tribut très lourd au terrorisme. Ils ont engagé un combat courageux contre ce fléau. Je me rendrai au Pakistan cette année pour manifester le soutien de la France à son gouvernement et l'encourager à accentuer la lutte contre tous les groupes terroristes. Alors, au cœur géographique de cet arc de crise qui va de la Méditerranée à l'Indus se trouve l'Iran. Malgré tous nos efforts et l'engagement nouveau des États-Unis, en dépit de nos propositions ambitieuses de coopération, le pouvoir iranien s'enferme dans la voie sans issue de la prolifération et du radicalisme. Il y ajoute aujourd'hui la répression brutale de sa propre population. Malgré les révélations sur un nouveau site nucléaire clandestin, nous avons à nouveau proposé à l'Iran de s'engager sincèrement dans des négociations. Avec l'AEA